Chapitre 4. Le temps des amours. Avec une reproduction qui se planifie au moins 1 an à l'avance, le cycle de vie des arbres s'inscrit lui aussi dans la lenteur. La fréquence des amours printanières dépend du groupe auquel l'arbre appartient. Tandis que les conifères s'efforcent de disperser leurs graines dans la nature tous les ans, la stratégie des feuillus est tout autre. La floraison fait l'objet d'une première concertation. Doit-on se lancer dans l'opération au printemps prochain ou attendre encore 1 ou 2 années? Les essences forestières préfèrent fleurir toutes en même temps, car cela favorise le brassage des gènes d'un grand nombre d'individus. Les conifères ne dérogent pas à cette règle, mais les feuillus ont une raison supplémentaire de s'accorder: la présence de sangliers et de chevreuils. Ces animaux sont particulièrement friands de faine et de glands, grâce auxquels ils se constituent une épaisse réserve de gras pour l'hiver. Leur appétit pour ces fruits, qui contiennent jusqu'à 50% de lipides et de glucides, ce qu'aucune autre nourriture ne leur apporte, est sans égal. Il est fréquent, à l'automne, que des territoires forestiers entiers soient ratissés jusqu'à la dernière miette, si bien qu'au printemps suivant, aucune plantule nouvelle ne se développe. Convenir d'une attitude commune est une question de survie pour les arbres. S'ils ne fleurissent pas tous les ans, les sangliers et les chevreuils ne peuvent pas compter sur eux. Leurs portées sont limitées, car les femelles en gestation doivent affronter un long hiver de disette auquel nombre d'entre elles ne survivent pas. Quand enfin les hêtres ou les chênes fleurissent et fructifient, les herbivores sont si peu nombreux en regard de la soudaine abondance de nourriture qu'il reste toujours suffisamment de graines qui échappent à leur appétit, germent et assurent ainsi la perpétuation de l'espèce. Ces années-là, la forêt leur offrant de quoi se nourrir tout l'hiver, le taux de reproduction des sangliers est multiplié par 3. Autrefois, les années de grande fainée ou de glandée, appelées aussi années grasses, était une bénédiction pour les paysans qui menaient les porcs domestiques pâturer dans les bois pour les engraisser avant de les abattre. Ces années fertiles n'ont qu'un temps. L'année suivante, les arbres reprennent une année sabbatique, aucun fruit ne jonche le sol des sous-bois et la population de sangliers s'effondre de nouveau. Ces floraisons à intervalles de plusieurs années ne sont pas sans conséquence sur la vie des insectes, en particulier des abeilles. Elles connaissent le même stress que les sangliers. Une interruption de plusieurs années fait chuter leur effectif, déjà réduit car les abeilles ne parviennent pas à former de grandes populations. La raison en est que les véritables arbres forestiers n'accordent pas le moindre intérêt à ces petits auxiliaires. Qu'ont-ils besoin de quelques pollinisateurs quand il s'agit de butiner des millions et des millions de fleurs sur des centaines de kilomètres carrés? Il leur faut un dispositif d'une autre envergure, plus sûr, et tant qu'à faire, qui n'exige aucune contrepartie. Et quoi de plus facile à utiliser que le vent, pour prélever dans les fleurs les grains de pollen fins comme de la poussière et les transporter aux arbres voisins? Les courants aériens présentent un autre avantage. On peut compter sur eux quand la température baisse, même au-dessous de 12 degrés Celsius, valeur à partir de laquelle il fait trop froid pour que les abeilles sortent. Sans doute est-ce pour cette garantie d'efficacité que les conifères s'en remettent eux aussi à la méthode de pollinisation par le vent. Pourtant, ils n'en ont pas réellement besoin, car ils produisent du pollen presque chaque année et n'ont guère à craindre des sangliers qui ne trouvent aucun intérêt à la consommation des petites coques renfermant les graines de conifères. Ils attirent des oiseaux, dont le bec croisé des sapins, qui, comme son nom l'indique, possède un bec dont les solides maxillaires croisés lui permettent d'extraire les graines des cônes et de les manger. Mais rapportés au nombre des résineux, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour constituer une menace. Et comme presque aucun animal n'entreprend de faire des réserves de leurs graines pour l'hiver, les conifères dotent leur potentielle descendance de petites ailes d'hélicoptère. Ainsi équipées, les graines tombent lentement au sol, et le premier souffle d'air peut les emporter au loin, une stratégie qui dispense les conifères de faire des pauses comme les hêtres ou les chênes. Pins et sapins
produisent d'énormes quantités de pollen. À croire qu'en matière de fécondation, ils veulent faire encore mieux que les feuillus. Les quantités sont telles qu'à la moindre brise, d'immenses nuages de poussière jaune flottent au-dessus des forêts de conifères en fleurs, comme si un feu couvait sous les frondaisons. Comment diable, au milieu de ce tumulte, est-il possible d'éviter les unions consanguines? Les arbres doivent avoir survécu jusqu'à nos jours à leur grande diversité génétique au sein d'une même espèce. Quand tous libèrent leur pollen au même moment, les minuscules grains de tous les individus se mêlent et traversent les houppiers de l'ensemble des arbres. Le pollen d'un sujet étant particulièrement concentré autour de son arbre d'origine, le risque de fécondation de ses propres fleurs femelles est grand. Pourtant, cela n'arrive pratiquement jamais. Les arbres ont développé des stratégies diverses pour se préserver du danger. Certaines espèces, dont les pins, misent sur un bon timing. Les fleurs mâles et femelles d'un même individu s'épanouissent à quelques jours d'intervalle, de façon que ces dernières soient essentiellement fécondées par les pollens provenant d'autres individus de la même espèce. Parmi les feuillus, les merisiers, qui font confiance aux insectes, n'ont pas cette possibilité. Chez eux, les organes sexuels mâles et femelles sont portés par une même fleur. Ils présentent en outre la caractéristique d'être une des rares vraies espèces forestières à être pollinisées par les abeilles, qui explorent systématiquement l'ensemble du houppier et dispersent le pollen sur l'arbre qu'elles butinent. Le merisier est plein de ressources. Il sent quand un risque de consanguinité menace. Une fois en contact avec le stigmate, le grain de pollen développe un fin tube pollinique pour pénétrer dans le style de la fleur femelle et la féconder. Mais avant de pouvoir acheminer sa semence jusqu'à l'ovule, il est testé. Si la fleur reconnaît son propre pollen, l'acheminement est interrompu et le tube s'atrophie. Seul le matériel génétique étranger, garant d'une bonne fécondation, peut atteindre l'ovule et aboutir à la formation de graines et de fruits. Quels éléments permettent à l'arbre de distinguer son pollen de celui du voisin? La science continue de s'interroger. Nous savons seulement qu'il s'agit d'un phénomène d'activation de certains gènes et de leur acceptation par un arbre donné. Ne pourrait-on pas dire tout simplement que l'arbre le sent? L'amour physique n'a-t-il pas chez nous aussi plus d'importance que la sécrétion de transmetteurs qui, à leur tour, vont activer la sécrétion d'hormones? L'accouplement chez les arbres risque de relever encore longtemps du domaine de la spéculation. Quelques espèces adoptent une stratégie d'évitement de l'autopollinisation radicale. Chaque individu n'a qu'un seul sexe. C'est le cas du saule-marceau qui est soit mâle, soit femelle, et ne court jamais le risque de se reproduire avec lui-même. Précisons toutefois que les saules ne sont pas de vrais arbres forestiers, mais une espèce pionnière, c'est-à-dire une des premières à coloniser les espaces dépourvus d'arbres. Ces milieux hébergeant des milliers de graminées et de buissons qui attirent les abeilles, les saules s'en remettent eux aussi à ces insectes pour la pollinisation. L'affaire, toutefois, est compliquée. Pour qu'il y ait fécondation, les abeilles doivent d'abord visiter un saule mâle, prendre du pollen, puis le transporter sur un arbre femelle. Commencer à butiner en sens inverse n'aurait aucun effet. Quand les deux sexes doivent fleurir en même temps, comment l'arbre parvient-il à ce que les abeilles travaillent dans le bon ordre? Des scientifiques ont découvert que le moment venu, les saules des deux sexes sécrétaient une substance odorante qui attirait les abeilles. Une fois les insectes sur place, l'opération devient une question de visibilité. Les saules mâles déploient le grand jeu avec de beaux chatons odorants de couleur jaune clair pour se faire remarquer les premiers. Les abeilles volent droit sur eux, font un premier plein de nectar, puis regardent autour d'elles et découvrent les discrètes fleurs verdâtres des arbres femelles. La consanguinité telle que nous la connaissons chez les mammifères, au sein d'une population d'individus apparentés, est néanmoins possible dans les 3 cas décrits. C'est là que le vent autant que les abeilles sont particulièrement précieux. Grâce aux grandes distances qu'ils parcourent,
Ils permettent qu'au moins une partie des arbres reçoivent le pollen de parents géographiquement éloignés et contribuent ainsi à ce que la ressource génétique locale soit constamment régénérée. Seuls les peuplements complètement isolés d'espèces rares et ne comptant que des groupes réduits d'individus risquent de perdre leur multiplicité et, devenus dès lors plus fragiles, de complètement disparaître en quelques siècles.